Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, des industriels autour de cette table. Que des industriels autour de cette table. Sylvie Guinard, bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes la présidente de Timonier. Un mot sur Timonier. Alors Timonier, nous sommes concepteurs et constructeurs de machines d'emballage souple pour emballer des produits sensibles, donc que l'on va s'injecter, que l'on va ingérer ou que l'on va mettre en cutané. Romain de Tellier, bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Donc, c'était Arc Industrie la première fois qu'on s'est vu, et maintenant c'est Arc Industrie Group. Effectivement. Et ça ne cesse de grossir. Tu es installé où? Oui, j'ai pas demandé d'ailleurs. Au nord de Lyon, à 15 km au nord de Lyon. Nous, région grenobloise, Voiron-Crawl maintenant, 3 sites de production dans la tôlerie industrielle. Ouais. Donc effectivement, on est passé de 20 à 40 en quelques mois, après une belle levée de fonds. Et la vision du groupe reste la même, faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Magnifique. Bruno Grandjean. Bonjour Bruno. Alors Bruno immensément célèbre, Bruno qui a porté qui a porté la voix de l'industrie quand même sur tous les plateaux pendant des années, et donc je vous en remercie. C'était à l'époque où tu étais à la tête de la Fédération des industries mécaniques, c'est ça? C'est ça, voilà. oui, une période où l'industrie était peut-être pas faisait pas l'unanimité comme aujourd'hui. Il y avait un travail. La question justement, est-ce qu'elle fait l'unanimité? Président du directoire de Redex, Bruno qui fait des laminoirs, et puis Michael Valentin. Bonjour Michael. Bonjour Stéphane. On discute aussi très régulièrement Michael, qui est le premier, je crois, à avoir écrit un bouquin sur ce que tu as appelé le teslisme. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui, donc Fordisme, Toyotisme, Teslisme, je ne sais pas si aujourd'hui d'ailleurs le néologisme est employé, j'en sais rien moi, aux arts et métiers. Il commence à être un peu repris, ouais. Mais bon, c'est le début quoi, on est dans le début d'une vague. En tout cas, beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, ça c'est sûr. Non mais c'est ça, beaucoup de gens s'intéressent à Tesla, pas pour les mêmes raisons que toi. Pas forcément. Et ça aussi, on va en parler. On en parlera, ouais. Ouais, non, mais c'est-à-dire que toi, ton sujet, c'est pas qu'on envoie des gens dans l'espace, etc. C'est pas ton sujet. Ton sujet, c'est la première fusion entre la culture industrielle et la culture start-up. Ouais. Voilà, la culture digitale, très intéressant. Non, mais justement, démarrons. Alors, Impact France Relance, mais au-delà de ça, est-ce que tu sens, Bruno, un climat différent autour de l'industrie en France? Ah oui, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, ça fait l'unanimité. Tout le monde parle de réindustrialiser, a conscience que l'industrie a un rôle éminent en termes de création de richesse, d'intégration. On sait que dans les territoires, dès qu'il y a une usine, eh bien, il y a une forme de prospérité. Donc ça, c'est un combat qu'on a gagné depuis quelques années. Attends, est-ce que ça se voit concrètement? Parce que moi, j'aime bien ta phrase, on sait que dans les territoires, il y a une usine. J'allais te dire... Il y a un recours. Dès que dans les territoires, on commence à monter une usine, tu es sûr qu'il y a un recours et tu es sûr que pour pousser 3 murs, ça va encore te prendre 10 ans. Est-ce que ça change? Oui, ça bouge. Ça bouge. Je pense qu'on a un a priori positif vis-à-vis des usines. Il y a toujours effectivement des risques juridiques, il y a toujours, mais c'est bien identifié, c'est compris et on a le soutien quasi unanime des politiques sur ces sujets. Donc c'est un changement culturel majeur. Après, est-ce que dans les faits, on réindustrialise? C'est une autre question. On va y aller. Mais le contexte a changé aujourd'hui. On va le voir d'ailleurs dans la présidentielle. C'est quelque chose qui fait l'unanimité. Il faut réindustrialiser les usines. L'industrie a un rôle particulier. Et la crise du Covid a encore accru cette bonne image puisqu'on s'est rendu compte que c'était également un élément de souveraineté d'avoir des usines, de pouvoir produire soi-même des masques par exemple. On s'est même rendu compte de quelque chose qu'on ne comprenait pas en France et que Sylvie illustre si bien, c'est que faire des machines vous donne de l'autonomie, vous donne de l'indépendance. On le voit dans les semi-conducteurs, l'Europe ne fait plus beaucoup de semi-conducteurs, mais on fait les machines clés qui vont faire des puces au nanomètre. L'un des grands contresens d'ailleurs sur l'industrie allemande, oui évidemment l'automobile, mais en fait c'est la machine-outil. La vraie puissance, ça a été la machine-outil. Bien sûr, voilà. Bien sûr, c'est ce qu'exportent majoritairement les Allemands. Sylvie? Même confirme climat, complètement, même parce qu'on s'est battu pendant des années avec Bruno. Et la French Fab, à qui on peut rendre hommage d'ailleurs. Tiens, j'aurais dû ramener le coq d'ailleurs. La French Fab est arrivée juste après, en fait, à travers toute l'aventure qu'on a menée avec Bruno au sein de la Fédération de l'industrie mécanique et de l'Alliance pour l'industrie. Mais c'est vrai que je le rejoins complètement, la différence de discours est surtout présent au niveau de l'appréhension des politiques et du monde économique sur la nécessité impérative de pouvoir accompagner l'industrie et l'industrialisation des territoires pour arriver à retrouver un bassin d'emploi et une richesse de métiers qui vont entourer toute l'industrie, qui sera diverse et plurielle, quoi. Avec un focus, et Agnès Pannier-Runacher insiste beaucoup là-dessus, elle dit
c'est les anciens territoires industriels qui doivent accueillir l'industrie. C'est-à-dire, ce conflit culturel dont je parlais un peu, il est beaucoup moins vif quand on va à l'est de la France, là d'où vous venez, la région de Saint-Étienne, dans les terreaux industriels qui ont pris effectivement énormément de coups en pleine face sur ces 50 dernières années. Dedans, mais c'est clair que le monde politique et le monde, je dirais même de la communication, a vraiment pris ce sujet avec une véritable volonté de montrer ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. L'industrie, alors on parle de l'industrie du futur, mais c'est déjà l'industrie d'aujourd'hui dans laquelle on est et dans laquelle on se porte. Voilà, on leur montre ce que c'est que nos usines aujourd'hui. Très souvent, moi, quand j'ai des personnes même des professeurs, qui viennent avec des classes pour visiter, ils disent « Waouh, mais on ne s'attendait pas à ça ». Et oui, vous attendiez à quoi? On n'a eu plus les potes de Charlie Chaplin, quoi. Germinal, ouais, voilà. Romain, au-delà de ça, alors allons-y sur ce qui se passe en ce moment, impact de France Relance. Je ne sais pas si tu as toi-même sollicité le plan de relance pour la modernisation de l'industrie, si tu as des copains, parce que tous évidemment vous réseautez, et c'est évidemment pour ça que je vous ai invité, qui ont sollicité, et comment est-ce que ça peut se passer? Alors déjà, moi j'hérite des fruits de votre travail, puisque sans vouloir vous offenser, je suis la génération d'après. Et effectivement... Tu sais que c'est la vertu la plus périssable que tu puisses... Effectivement. Je voudrais pas te chagriner, mais... il me reste quand même une petite trentaine d'années à bosser. Mais n'empêche que je peux les remercier pour ce travail-là, parce qu'effectivement, on a une ambiance plutôt positive autour de l'industrie. Au niveau du plan de relance, pour ma part, on a finalisé des plans d'investissement avant la crise du Covid, donc à un moment, il faut rembourser aussi nos dettes. Et on a été très soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce moment-là. Par contre, France Relance a annoncé 35 milliards dédiés à l'industrie. Ouais, alors les chiffres vont un peu dans tous les sens, mais on y reviendra après. Voilà, donc après, qu'est-ce que ça veut dire, on verra. Mais en Isère, en tout cas, effectivement, on sent que ça pousse très très fort. On a des très gros qui poussent. On a ST, on a Schneider, on a Poma, Caterpillar. On a des très gros qui poussent, donc qui tirent tout un panel de sous-traitants avec eux, et eux investissent massivement, soutenus par la région, par l'État, par le plan de relance. Donc on va bénéficier effectivement de beaucoup de choses. On a aussi des beaux projets autour de l'hydrogène. Romain, si on peut le dire un mot, c'est-à-dire tu te lances dans l'industrie alors que, a priori, t'es pas fils d'industriel, ce qui est quand même le parcours. Sylvie, vous êtes fils d'industriel, vous êtes fille d'industriel. Oui. Ben voilà, qui est quand même, alors pour les femmes, ça doit être 95% des parcours, mais qui est quand même le parcours le plus. Et donc ce choix industriel fait par un jeune homme de 30 ans, c'est intéressant. Bah, c'est la vraie vie. En fait, il fallait que je bosse quand j'avais 16 ans pour payer mes vacances, et du coup, je suis allé dans les usines et j'ai découvert la transformation de la matière. C'est ça qui m'a séduit, c'est ça qui m'a donné envie. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qu'on doit mettre en avant. On va parler de l'emploi tout à l'heure. Ouais. C'est ce qu'on doit mettre en avant. On fait des métiers qui sont incroyables. Donc, il y a un avenir incroyable. Tu as cité Schneider, et c'est intéressant parce qu'il y a 15 ans, alors... moi je discutais, alors j'ai encore lui rendre hommage avec Henri Lachmann, qui est le gars qui a construit en fait Schneider, qui avait une phrase d'ailleurs que j'ai déjà citée qui me disait, alors c'était évidemment de la provocation, mais me demandez pas trop ce que fait Schneider Electric, j'ai jamais vraiment compris. My business is people, voilà. Mais les usines à Grenoble, ils les tenaient à bout de bras. C'est-à-dire qu'il fallait une espèce d'engagement citoyen de la part de Schneider pour maintenir des outils de production, même chose pour Seb d'ailleurs à Limoges, pour maintenir des outils de production à cette époque, parce que franchement, ils perdaient de l'argent à chaque instant, quoi, voilà. Donc, leur rendre hommage, quoi. Hein, oui, voilà, il y en a qui ont tenu. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est vrai qu'on a de la chance que ces jours-là soient restés. On a perdu les papeteries dans Isère, mais on a d'autres technologies qui sont arrivées, et il y a de la place. Aujourd'hui, l'hydrogène, justement, qui s'installe, et avec HRS qui a fait une énorme levée de fonds, entrée en bourse, qui se développe, qui construit des sites. Agnès Pannier-Runacher a inauguré un site sur les technologies de nouveaux écrans. Donc on a de la chance d'être un territoire d'industrie. Alors effectivement, donc France Relance, ça part un petit peu dans tous les sens. En gros, elle a envoyé un chiffre de 3,5 milliards d'euros, mais d'aide directe. C'est ça qui est très intéressant quand même, hein. Ça ne se rembourse pas, c'est vraiment de la subvention directe pour la modernisation des filières industrielles. Et puis donc il y a cette histoire de relocalisation.
550 relocalisations depuis un an. Est-ce que ça, c'est quelque chose, juste on va ouvrir une parenthèse, on va en parler de ces relocalisations, Michael par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut compter, ou est-ce qu'au contraire, c'est une mauvaise manière d'appréhender le sujet? Moi, je pense qu'il y en aura des relocalisations, on commence à en voir un petit peu. Après, par rapport à la question qui était évoquée tout à l'heure sur pourquoi est-ce que l'industrie redevient en fait dans le débat public, je pense qu'il y a des raisons fondamentales, même quand on regarde par exemple le digital, les GAFA, ou alors ce qui se passe en Chine maintenant avec les Batix, ils sont assis sur des terres qui étaient des terres industrielles en fait. Moi, je suis vraiment persuadé que pour faire l'économie d'après, il faut avoir, comme vous disiez, en fait, l'économie du physique. C'est hyper important d'avoir cette partie de la transformation de la matière, de bien la comprendre pour créer les métiers du futur qui, eux, vont se rattacher. On sait bien que l'industrie, c'est beaucoup de services aussi rattachés à l'industrie. Et donc, d'avoir une terre industrielle forte, ça permet derrière d'être fort en économie en général. Donc, d'avoir ce socle. Pour vous. C'est les racines. C'est les racines. Et puis c'est aussi ce qui fait, comme c'était évoqué, le pont entre les territoires et les métropoles. Et effectivement, moi qui me balade plutôt à Bar-le-Duc, à Vierzon, ou dans ces territoires-là qu'à Paris la semaine, parce que je suis dans les. Oui, j'ai pas dit, tu es consultant, hein, et puis on parlera du fonds start-up que tu as monté aussi, start-up industriel. J'ai un pied en fait dans les métropoles parce que je contribue à créer des start-up pour l'industrie, et après j'ai un pied chez les industriels, donc plutôt dans les territoires en France. Et on voit bien que l'industrie, ça fait le pont entre les deux. Donc pour répondre à la question sur la relocalisation, c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup des clients qu'on accompagne sur la partie conseil et les clients industriels se posent plusieurs questions sur notamment leur implantation, leur footprint. Ça ne veut pas forcément dire relocaliser en France, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça veut dire produire proche des marchés, où est-ce qu'on va vendre, pour des raisons écologiques, pour des raisons aussi tout simplement de coût. Donc il y a cette composante-là, mais pour des raisons politique aussi, que l'acceptation du public, que ce soit en France, mais c'est vrai aussi ailleurs, aux US, en Angleterre, en Italie, politiquement, c'est de moins en moins acceptable de se dire qu'on fait venir des produits de loin. Donc en fait, il y a cette attente-là de j'achète un produit qui va être produit plus proche de mon territoire. Ensuite, il ne faut pas rêver. Les chaînes de valeur, elles restent complexes. C'était dit tout à l'heure. Les terres rares, elles sont toujours en Chine, elles sont dans des endroits de la planète qu'on n'a pas en France. Donc il y aura toujours des transferts et des supply chains mondiales. Mais il y a quand même ce début de réflexion de comment est-ce que je me rapproche de mes marchés. Ou alors, je me rapproche aussi parfois de cette matière première. Je prends un exemple. On accompagne aujourd'hui un groupe dans l'agroalimentaire qui fait du chocolat. Eux, ils se posent la question de déploiement de footprint. Ils sont en croissance, mais ça repart très très fort. Ils regardent assez loin et ils se disent, c'est quoi la bonne stratégie? Est-ce que c'est de garder toute mon implantation en France et du coup d'envoyer mes produits partout? Est-ce que c'est de se dire, je suis proche de mes marchés un peu partout dans le monde, là où est-ce que je vais développer mon activité commerciale? Ou est-ce que c'est au contraire d'être proche de mes cacaotiers, où je peux faire peut-être une partie de la transformation pour avoir un aspect aussi social sur mes fournisseurs? Et découper cette chaîne de valeur pour avoir une partie là-bas, une partie ici. Donc cette réflexion, elle est vraiment un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là, et elle est en cours. Après, est-ce que ça ramènera des relocalisations? Je pense que l'activité industrielle est en train de reprendre, et on le voit dans les chiffres, on est passé par un bas et on est en train de repartir, tant mieux. Par contre, en termes d'emploi, c'est là où il faut peut-être pas se tromper. On va y aller sur l'emploi. Mais d'abord, la question, Bruno, parce que le premier symbole qui nous ramène, c'est le paracétamol. Alors bon, on n'est pas chimiste, hein, mais enfin, globalement, c'est sans doute pas l'industrie du futur, quoi, le paracétamol. Et je me dis que cette histoire de relocalisation, c'est typiquement une mauvaise manière de poser le problème. Comment est-ce que vous... La meilleure méthode pour réindustrialiser, ce serait de s'appuyer sur des développements de nouveaux produits issus de la recherche. Et d'ailleurs, cette start-up industrielle qui a été créée du côté de Grenoble, elle est issue du CEA. Donc c'est la meilleure méthode. C'est profiter des innovations, être là au bon endroit, au bon moment, et se coupler à la recherche, qui est un des problèmes en France où ce couplage est très faible. À part le CEA, vous avez très peu de connexion entre le système de recherche et l'industrie, et donc de créer des nouvelles usines qui répondent à des nouveaux produits, à des nouveaux usages. Les relocalisations, a priori, il n'y en aura pas énormément en France. C'est essentiellement l'Europe de l'Est qui va voir sans doute des usines qui se rapprochent pour des raisons de dépendance et de risque qu'on a très bien vu avec le Covid, ou avec ce blocage du porte-conteneur dans le canal de Suez. On s'est rendu compte qu'un effet papillon, quoi, juste un porte-conteneur bloqué pouvait arrêter ensuite des centaines d'usines. Donc il y aura sans doute des supply chains qui vont se concentrer, une régionalisation des chaînes de valeur. Mais la France n'est pas compétitive dans beaucoup de produits low cost, entre guillemets, donc il ne faut pas s'attendre à une vague de relocalisation. Sylvie, vous êtes d'accord? Alors, entièrement d'accord sur le fait que localisation, en fait, ça va être une location de nouveaux produits, de nouvelles chaînes de production, de nouvelles constructions. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'approche de l'industrie, une deuxième chose qui a énormément changé, c'est l'appréhension de la part de l'ensemble des acteurs sur le côté prégnant de l'environnement.
de manière beaucoup plus forte, tant vis-à-vis des consommateurs que vis-à-vis des industriels, et le rôle que chacun a joué et les efforts, quelque part, que chacun a aussi envie de mettre sur la table pour arriver à relever ce challenge. Et quand on parle localisation, c'est de se dire finalement quelle est mon empreinte carbone, et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'activité qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut créer à la fois de la valeur ajoutée sans venir détruire notre planète parce qu'on n'en a qu'une. C'est déjà un des piliers qu'on avait dans l'industrie du futur, le côté environnemental et sociétal, qui était déjà très fort, et je suis vraiment ravie que ce pilier-là revienne à fond. Ouais, mais alors Sylvie, tu vois, Michael dit les terres rares, les mines, etc. Bon, les terres rares ne sont pas rares, il suffit d'aller les chercher. Et là, on trouve une limite. C'est-à-dire que parler de rouvrir des mines, je crois, tiens, rendons-lui hommage, c'est pas si souvent, je crois qu'Arnaud Montebourg est le seul, à un moment... Je ne sais pas s'il a conservé cette idée. Mais on va voir. Ça devait être 2016, hein, c'est ça. Elle est disruptive, oui. Elle est un peu disruptive. Oui. Ça veut dire quand même, Sylvie, cette logique, c'est, bon ben nous, on va faire ce qui est propre, mais il y a quand même des trucs sales, et ça, on va le laisser aux autres. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas, on va garder, parce qu'on parlait du paracétamol tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses qu'on a arrêtées en chimie, faut pas se leurrer. C'est parce que nos normes environnementales faisaient qu'on n'arrivait plus à les produire ici de manière économique ou juste acceptable pour les populations environnantes. Donc on est allé effectivement faire ailleurs parce que c'était trop polluant pour la vision qu'on en avait. Donc ça, c'est clair, et c'est pour ça qu'à mon avis, paracétamol et ce genre de trucs, c'est un faux débat. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir le faire. C'est de se dire, l'enjeu qu'on a à mener, et là j'engage toutes les nouvelles générations qui arrivent à vraiment être force de proposition sur ces sujets, c'est comment est-ce qu'on peut faire en étant moins polluant, en utilisant des technologies différentes de celles qu'on a utilisées jusqu'à présent. Mais ça, tout ce qu'on vient de se dire sur les pouvoirs publics et l'opinion publique, elle ne veut pas en entendre parler, Sylvie. Il y a eu un symbole qui m'a passionné, c'est en Guyane. C'est ce qui se passe autour de l'or en Guyane. Il y a énormément d'or en Guyane. Il y avait un projet de mine géante. Alors, on n'a pas soulevé tous les trucs, mais globalement, qui allait au bout de tout ce qu'on pouvait exiger en termes de normes pour extraire de l'or. Eh ben non. On va faire un conservatoire pour la forêt. Donc c'est là, tu vois, où l'ensemble de ce qu'on peut se dire sur le retour d'une volonté industrielle. J'ai l'impression qu'il y a un moment où ça bloque, où en fait on n'est pas très sincère, où on ne va pas au bout de ce que ça implique comme démarche. Alors en tout cas, moi, dans ce que je vis au niveau des territoires... Alors, c'est vrai que nous, on est sur des emballages souples, donc on a un certain nombre de composants d'emballage qui sont plastiques. Ben donc oui, on s'est pris de plein exemple. fouet des postures très idéologiques, se dire le plastique boue. Sauf que typiquement aujourd'hui, les personnes vont se dire je vais à l'hôpital, j'ai besoin d'une poche de perfusion. Il ne leur viendrait pas l'idée de se dire que la poche de perfusion, ils ne sont pas sûrs qu'elle est stérile et que le produit qu'on va leur injecter, ils ne sont pas sûrs de la nature de ce qu'on va leur envoyer dedans. Donc après, la question, c'est de se dire si on a, première question, est-ce qu'on a besoin de l'emballage? Ça, c'est incontestable. Et hier, on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, on commence à se poser la question. Et là où je rejoins, c'est qu'on n'est pas encore très clair en disant oui, peut-être que je n'ai pas besoin de l'emballage, c'est que du marketing. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait tranché, ça. Mais imaginons, on a besoin de l'emballage. Après, c'est se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir un emballage qui est l'empreinte écologique la plus faible possible. Et c'est pour ça que moi, je suis particulièrement sereine par rapport à l'activité qu'on a, parce que sur le souple, on utilise tellement peu de matériaux d'emballage qu'en fait, c'est nous qui avons l'empreinte écologique la plus faible. Mais parce qu'on a besoin d'emballer à la base. Si on n'a pas besoin d'emballer, effectivement, on n'a pas besoin de mettre l'emballage. Mais c'est une logique qui va se mettre en place, de se dire, il y a peut-être des choses qu'on va faire différemment, et parce qu'on le fait différemment, ça sera moins polluant. Mais je pense qu'il faut changer, et on est en train de le faire, mais on est en train de commencer à le faire. C'est-à-dire qu'on le retrouve beaucoup dans les paroles en se disant, oui, on va enlever l'emballage, mais en même temps, oui, mais enfin quand même, c'est pratique, c'est joli, là c'est en carton, c'est pour offrir, il y en a il faut vendre à un moment. Moi je veux bien qu'on dise c'est du marketing, mais heureusement qu'il est là, le marketing. Enfin, oui, moins pour ton activité, mais... il faut trouver... Le jambon, à un moment, il faut le vendre quand même. Voilà, mais il faut trouver un équilibre quand même qui tienne la route, se dire, ben voilà, on a peut-être besoin de réfléchir les choses différemment. Et je suis certaine que ce soit le monde de l'emploi dont on parlait tout à l'heure, mais le monde industriel... mais donc tu refuses cette idée ok, on va réindustrialiser, mais on va réindustrialiser soft, on va réindustrialiser propre, et puis tout le reste on le laisse... Différemment, mais c'est certain, Bruno est on n'ira pas emmener une grande hypocrisie. des trucs très polluants, c'est sûr, on n'ira jamais rouvrir des centrales charbon. Et non, mais non, je ne parle pas de centrales charbon, je te parle des mines.
Non, mais on importera des produits qui sont faits dans des pays où il y a moins de contraintes environnementales. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On importe du CO2. On en produit presque plus, c'est sûr, mais on en apporte de plus en plus. Il y a une forme d'hypocrisie quand même. Il y a une Bruno. forme d'hypocrisie, c'est certain. Parce que sinon, il faut le payer. Il faut l'accepter. Allez-y, Bruno. Sur la partie réindustrialisation et en même temps taxe carbone aux frontières prochainement. Ouais. Donc tous les produits qu'on se gosse d'envoyer à l'export, demain on va importer des produits parce qu'on en a besoin, parce qu'ils viennent de l'extérieur, qui seront taxés à la frontière, qu'on va transformer et qu'on va ressortir. Les grands comptes qui font ça, ils vont pas se poser trop longtemps la question. Ils vont vite aller là où il n'y a pas de taxe carbone aux frontières et sortir de cette réindustrialisation qui est plutôt positive actuellement, mais qui, sur le long terme, risque d'avoir des conséquences. Donc tout le monde, c'est très bien sur le court terme, il y a des belles choses qui se font, des beaux discours et des actions, mine de rien. Mais sur le long terme, c'est ça le problème, c'est que personne n'a de vision. Alors nous, à nos échelles de PME, on peut changer ce qu'on peut à cette échelle-là, mais sur les grands comptes qui ont des marchés mondiaux, les choix ils vont être vite faits. Où est-ce que j'ai pas de taxe carbone? Où est-ce que j'ai moins de contraintes environnementales? Où est-ce que je me pose pour être le moins cher possible? Typiquement, tout l'hydrogène dont on est en train de travailler actuellement, toute la filière d'hydrogène qui est en train de se mettre en place, c'est typiquement le type de relocalisation. C'est même pas une relocalisation, c'est une localisation. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. De nouvelles industries. Et ça, c'est excellent. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'il y a deux éclairages complémentaires. En fait, le premier, c'est effectivement, il y a aussi une nouvelle vague d'industrie pour des choses qui n'existent pas. Par exemple, tout ce qui se fait autour des protéines de mouches, etc. Il y a 4-5 startups qui sont en train de... Protéines de mouches et d'insectes en général. D'insectes en général, en fait. Donc, il y a toute une vague, et ça, c'est en local. D'ailleurs, on est assez fort, les Français, là-dessus. Il y a 4 boîtes qui ont fait des grosses levées là-dessus, donc qui sont un peu des boîtes, d'ailleurs, à la frontière entre l'industrie et le digital. C'est assez intéressant. Donc, il y a des nouveaux secteurs qui arrivent, qui n'existaient pas en fait, donc ça c'est carrément, ils sont créés en local et ils créent une nouvelle forme d'économie, et d'ailleurs les jeunes adorent ces boîtes-là. C'est pour l'alimentation animale, en grande priorité. Oui, voilà. Donc on peut se dire que c'est balbutiant, mais en tout cas c'est des formes de boîtes qui n'existaient pas. Et deuxièmement, sur la circularité, c'est hyper intéressant parce que autant il y avait beaucoup de greenwashing pendant 5, 10 ans, enfin là depuis le Covid, moi je vois vraiment un gros changement chez les clients. D'abord, je prends 2 exemples pour illustrer ça. Premier exemple, une grosse boîte médicale en Suisse, c'est une boîte mondiale, je n'aurai pas le nom, mais eux ils font des prothèses et tout, donc des produits très techniques qui vont être carrément implantés dans le corps humain, donc forcément plein de contraintes qu'on peut imaginer, très très contraignants. Ils sont quand même en train de commencer à réfléchir à avoir un modèle de circularité pour ces produits-là, pour se dire, aujourd'hui c'est pas accepté par le grand public, donc il faut aussi que le grand public change, mais... Tu veux dire récupérer le pacemaker et... Potentiellement, parce qu'en fait c'est fait avec justement des terres rares, des métaux très très rares, avec du titane, des choses qui coûtent très très cher, de se dire, est-ce qu'on devrait pas faire des boucles logistiques inverses, commencer à faire des tests en mode start-up justement, sur des choses comme ça. Alors ça peut être, justement c'est choquant, mais c'est intéressant. Non, j'ai pas dit c'est choquant, j'ai dit c'est chaud. J'ai dit, il y a peut-être 2-3 endroits où les récupérer avant de... Non mais il y a peut-être d'autres endroits à récupérer si tu veux, mais en fait c'est vraiment, c'est pour faire comprendre que j'ai poussé l'exemple parce que justement c'est choquant parce que c'est ça. L'autre exemple, c'est, je reviens sur l'agroalimentaire. Jusqu'à hier, j'étais avec le COMEX d'une boîte agroalimentaire. Ils étaient en train de s'écharper entre eux. C'est pour montrer que le sujet devient très très chaud parce que justement redesign de footprint sur l'ensemble du monde, et donc il faut choisir les critères principaux. Donc forcément il y a les bidas, il y a du capex, etc. Et il y avait l'empreinte carbone et ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Et il y avait 2 parties de COMEX. Il y avait le COMEX des gens qui avaient un avis sur l'empreinte carbone qui devait être en numéro 1 au même niveau que les bidas. Puis il y avait ceux qui voulaient pas. Et donc en fait, avec un prix du carbone fictif que se donne l'entreprise à 50, 100 euros la tonne. Il y a ce prix-là du carbone aux frontières, mais on peut aussi estimer, juste en regardant le coût, on peut faire des modèles en fait, en disant c'est quoi le coût du transport inclus qu'on va avoir, c'est quoi le coût de produire à tel endroit par rapport à tel autre, par rapport à notre marché, donc on peut quand même le modéliser. Et c'était quand même super intéressant, tout ça pour dire que même dans les grands groupes, ces discussions-là, elles commencent à arriver, et c'était des discussions qui étaient sincères, quoi. On sentait qu'ils étaient tous sur leur position, et c'était pas juste pour avoir une image vis-à-vis du marché, quoi. Bruno, alors la taxe carbone aux frontières dont parle Romain, pour l'instant, il n'y en a pas. Et puis, c'est un projet, je crois, dans le plan climat. C'est la priorité de la présidence française. Non, mais c'est très intéressant, parce que, pour le coup, ta remarque m'intéresse énormément, Romain, parce que j'avais l'impression, moi, que les industriels, globalement, étaient tous favorables à une taxe carbone aux frontières, parce que c'était de la concurrence importée en moins. Bon. Ceux qui aujourd'hui bloquent, c'est clairement les Allemands, parce qu'ils sont exactement dans la logique de Romain. C'est les exportateurs, et voilà, c'est les exportateurs.
France, mais c'est les exportateurs. Voilà. il y en a plus en Allemagne. Mais donc on n'y est pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout. Non, c'est pas fait. Il y aura des mesures de rétorsion sans doute s'il y a une taxe carbone. Le calcul est hyper compliqué parce que quelle est la part carbone d'un produit, tout ça est en cascade. Donc c'est loin d'être fait. Mais il y a un biais de concurrence qui de toute façon va empêcher de relocaliser en Europe certaines industries. Hein. La chimie a fortement souffert. On a certaines industries les batteries, regardez les batteries, on a beaucoup de mal à revenir dans la course, notamment pour des raisons environnementales, de recyclage, de traitement des métaux, etc. Oui, et donc une batterie produite en Chine avec du charbon dans notre voiture électrique. Dans les Échos qui change la donne, quoi, voilà. Qui était assez incroyable, ce qu'il disait en Chine, les usines qui traitent le nickel, elles rejettent tout en mer. Et c'était dit de manière un peu banale dans l'article. J'avais trouvé ça assez fabuleux. En France, c'est pas possible. C'est pas possible. On marque une pause et ensuite on ira donc sur l'emploi, la modernisation. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution industrielle? C'est Bismart.